Salut YouTube, c'est Maxime. Tu regardes la deuxième partie du podcast Interséance où nous réfléchissons autour d'une problématique auquel le film nous confronte. Cette émission est créée par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Donc si vous voulez suivre ce podcast ainsi que tous nos autres projets, suivez-nous sur Instagram asso-Pratea, également disponible sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public et Stitcher. Merci et bon épisode à tous. J'ai créé l'Oasis parce que je me suis jamais senti chez moi dans le monde réel. Je n'ai jamais su comment me rapprocher des gens. J'ai été effrayé toute ma vie, jusqu'au jour où j'ai su que ma vie achevait. Et c'est là que j'ai compris. Aussi terrifiante et douloureuse la réalité puisse être, elle est aussi le seul endroit où vous pouvez manger un bon repas. Parce que la réalité est réel. Tu comprends ce que je te dis? Oui. Oui, je comprends. Spielberg n'a eu de cesse pendant toute sa carrière que de mettre en image cette fracture primordiale, une sorte de thérapie à ciel ouvert dans laquelle il nous convie. À travers ses fictions, il interprète et réinterprète ses motifs pour en explorer un autre point de vue, une vision du cinéma et une façon de faire qu'il a totalement embrassé dans l'ensemble de sa carrière. Au point où la sortie de The Fabelmans pose une question essentielle: avait-on besoin de ce film ? Était-il nécessaire de faire un film illustrant ces événements alors qu'ils sont déjà présents dans sa filmographie ? Certes plus discret, plus dissimulé, mais aussi plus poétique et plus universel. Et cette question s'étend à la création cinématographique en général. Un auteur qui veut faire de sa vie le sujet de son œuvre a-t-il plus intérêt à la rendre réaliste ou à la rendre fiction ? Cette quête de l'authenticité comme une mise à nu arrive-t-elle vraiment à représenter l'essence d'un artiste, ce qui fait profondément une personne ? C'est ainsi que je vous pose la question: un film biographique doit-il être fidèle à la réalité ? Déjà, pour commencer, juste par rapport à des petites définitions qui pourront nous aider, une biographie, c'est l'histoire de la vie de quelqu'un relatée dans un récit. Au cinéma, on peut appeler ça un biopic. Biopic, c'est un peu particulier. Un biopic, c'est un film retraçant la vie d'une personne célèbre. Et quelques nuances à apporter à ça. Déjà, en premier lieu, par rapport à cette question que je voulais soulever par rapport à The Fabelmans, j'ai envie de te la poser à toi, Axel, en même temps, vu que tu as un petit peu moins de rapport avec la filmographie de Spielberg en général. Je sais pas si c'est la meilleure façon, mais vraiment la question que je me pose, c'est, vu que Spielberg a passé sa vie, en fait, je vais juste le reformuler, vu que Spielberg a passé sa vie à parler déjà de lui et à parler en fait ce film-là, The Fabelmans, on est déjà au courant, on a déjà vu ses autres films, il en parle déjà. Avait-il besoin de faire un film en plus pour nous ressouligner, nous resignifier ce passage de sa vie, alors qu'il l'a fait finalement presque dans toute sa carrière? Oui. C'est très simple, s'il le fait comme il l'a fait avec The Fabelmans, oui, c'est une très bonne idée. Céline? Non, ça lui sert surtout à lui, je pense, il en avait besoin. Il fait bien de le faire, si il a raison, il est à la fin de sa carrière, je pense qu'il a envie de faire ce qui lui tient à cœur, de se faire plaisir, il a totalement raison et il l'a bien fait. Après, besoin, enfin, je sais pas. Non, mais de toute façon, on sait, il me semble que c'est un film qui lui est resté en tête pendant très longtemps et qui choisissait qui se gardait le moment pour lequel le faire. Enfin, il attendait le bon moment et je pense que c'est le bon moment. Il a attendu que les parents meurent surtout. Oui, exactement. Je trouve que c'est hyper important à souligner, c'est que ce film-là, il arrive justement après le décès de ses parents. Et il arrive aussi à un âge, en vrai, où tu commences à faire un petit peu le bilan de ta vie et tu commences à... alors, je n'ai pas 77 ans, évidemment. What the fuck je sais pas si... moi, mes grands-parents, ils adorent parler de leur jeunesse. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de vouloir... Voilà,
revenir sur l'entièreté de sa vie, de vouloir la raconter vraiment dans une globalité, ou alors de raconter peut-être ce qui est de plus important pour lui, et de le mettre au cinéma et de l'immortaliser et de le revenir vivant, revenir sur ce qui a fait sa carrière, et puis essayer de porter un regard pas sur ce qui a fait sa carrière, mais là du coup ce qui était le plus personnel pour lui. Donc c'est vraiment l'essence même de l'artiste, l'essence et même de la personne en même temps. qui il est, c'est-à-dire qu'il est un homme de cinéma, mais il est aussi quelqu'un qui a été profondément bouleversé par ce qui s'est passé entre ses parents, par le divorce, et aussi par l'antisémitisme, le judaïsme. Il y a vraiment tous ces thèmes dont il a vraiment, et qui sont présents dans tout, comme vous le disiez, présents dans dans tous ces films, mais pas condensés dans un seul. Et est-ce que c'était nécessaire, Olivier? Je pense, juste pour vite faire rebondir ce qu'a dit Jonathan, c'est que peut-être tu le sais, Maxime, mais Nietzsche parlait du fait que le dernier étape de la maturité de la vie, c'était de revenir à l'enfance. Et il y avait un truc de passage. Oui, tu vois de quoi je parle. Et il y a l'idée de l'Ouroboros, l'idée que la fin est le début. Mais le fait que Steven Spielberg revisite ces thèmes de manière très fréquente et prolifique à travers de sa vie, pour moi ça change rien, parce que cette histoire-là, l'idée de revenir à la maison, va bien au-delà de Spielberg. C'est une histoire qui est universelle et qui est transgénérationnelle et qui existe depuis toute l'histoire. Qu'est-ce que Odysseus veut? Il veut revenir à la maison, il veut aller à Ithaque. Il sort de la maison, il va à la bataille de Troie, merci. Où là, il va perdre son innocence, mais c'est le fait qu'il sort de la maison, qu'il fait cette aventure, qu'il détruit son innocence, qu'il peut véritablement revenir à la maison avec son propre individualisme et trouver son identité en s'affrontant au monde avec des obstacles, en rencontrant des antagonistes. Ça peut être un camion, des dinosaures, des nazis, ce que tu veux, qui ont des forces, des qualités que tu n'as pas. Et l'idée, c'est qu'il faut regarder dans l'abysse. La seule manière de surmonter ces antagonistes, c'est de s'améliorer toi-même en tant que protagoniste, devenir toi-même, et ensuite revenir à la maison, parce que maintenant tu es toi-même. Donc finalement pour toi, sortir ce film-là, c'est assez logique finalement. C'est une démarche à la fois personnelle et artistique que à la fin de sa carrière, parce qu'on pense qu'on est quand même au crépuscule de la carrière de Spielberg, je pense que le plus gros est passé, j'espère, mais de revenir et puis de conclure ça avec un dernier aveu, un cadeau qu'il nous fait presque. Je vois totalement ce que tu veux dire, mais je pense que la question n'est pas est-ce que c'est nécessaire qu'il revisite ces mêmes thèmes 90 fois ou 91? En fait, la question, c'est pas le être, c'est le comment. Comment est-ce qu'il va le présenter? Tous les thèmes ont déjà été explorés. L'idée, c'est que est-ce qu'il peut avoir la créativité artistique de montrer ça de manière originale et pas chiant. Et personnellement, je trouve que je suis ambivalent par rapport à ce film. J'aime énormément ce débat parce que vous m'avez ouvert les yeux sur énormément de choses. C'est le but premier d'un débat, à mon avis. Mais je ne suis pas 100% convaincu. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts qui ne permettent pas à Spielberg de traverser devant la Lune. Mais au moins, il arrive à conduire son vélo très rapidement. Et pour moi, pardon, vas-y. On dirait qu'il l'a fait un peu trop... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais on dirait qu'il l'a fait trop tôt. Parce que, par exemple, j'ai appris que pendant le tournage... il pleurait souvent devant les scènes et il oubliait de dire couper parce qu'il était trop ému de revoir presque ses parents. Tu veux dire comme dans le film qu'il vient de filmer où il laisse le soldat partir à la fin et que le soldat n'arrive pas à sortir de son rôle? Oui, voilà, totalement. Wow. Est-ce que c'est méta? Peut-être. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas du tout pris assez de recul sur ce qui s'est passé, mais c'est peut-être encore une fois mon avis personnel. Même si vous m'avez bien ouvert les yeux sur ce film, je reste persuadée qu'il aurait dû attendre un peu et... Et ouais, je pense que pour réaliser une autobiographie, il faut quand même avoir le recul de se dire je le fais pas que pour moi. Il y a des gens qui vont regarder qui sont pas dans ma vie et
Et je sais pas, il manque quelque chose à ce film. Comme tu dis, Olivier, c'est peut-être une certaine créativité ou un petit truc en plus. Je sais pas. Maintenant que j'y pense, vous m'avez montré qu'il y a beaucoup plus de créativité auquel je pense. Je ne sais pas si je suis biaisé ou pas. Peut-être mais lorsque j'allais voir de voir un film qui apparemment était autobiographique, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse le choix de mettre en relief sa naïveté et de rendre les gens extrêmement archétypales, même caricaturales. Faire un film de motifs, comme tu as dit. Moi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus intime et ainsi beaucoup moins caricatural au final. Ouais. Et ça m'avait vraiment surpris et je n'avais pas compris que en fait Spielberg faisait un film complètement subjectif par le point de vue d'un enfant. Et ça m'a dégradé le film. Alors, mais je prends en compte que peut-être je suis un peu biaisé par rapport à ça. Parce que je m'attendais pas. Et puis c'est marrant parce que on dit qu'il le fait du point de vue d'un enfant, que c'est quelqu'un de naïf, etc. Mais le personnage de Sammy Fabelman, je l'ai trouvé très mature pour son âge. C'est vrai. Et ça, en revanche, c'était quelque chose d'intéressant par rapport au personnage Spielberg, de le comparer avec le personnage de Sammy Fabelman, de voir que peut-être s'il a autant de naïveté dans ses films ou d'émerveillement, c'est peut-être aussi parce qu'il en a manqué. Enfin, certes, mais tu peux être mature et avoir une scotomisation. C'est-à-dire tu peux avoir un aspect de ta vie que tu refuses de voir. On connaît tous des gens qui sont extrêmement intelligents, ça peut être et extrêmement capables dans leur vie et qui peuvent simplement. Il y a un truc que lorsqu'ils ont 15 ans, c'est juste pas développé, ça ne s'est pas épanoui. Mais c'est vrai que si c'est le cas de Fabelman, c'est-à-dire qu'il va trop idéaliser ses parents, on ne le met pas en scène, on ne le voit pas, on voit juste un enfant prodige. Et justement, c'est ce que je dis. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on en apprend plus sur Spielberg, sur le fait qu'en fait, c'est pas pas. Et ainsi le côté un peu narcissique dont tu parlais, peut-être. non, mais attends, je crois qu'on s'est perdu dans ce qu'on voulait dire. Oh. Je t'ai perdu dans ce que tu disais, mais. Moi, j'ai appris de Spielberg qu'il était peut-être pas si, comment dire, innocent que ça à la douleur et à la colère, etc. Parce que le personnage de Sammy Fabelman, il est pas du tout dans une naïveté ou dans un truc de je m'enferme dans ma bulle. Je suis d'accord. Et ça, c'était intéressant. Non, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, il s'enferme dans le placard. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est à nuancer quand même. Il s'enferme pas dans un monde plus coloré, plus. Non, mais. Il est pas dans un déni par rapport à ça, justement. C'est même lui qui va le relever à sa mère, qui va permettre à ce que les choses changent. Il est extrêmement conscient, peut-être, de ce qui se passe. Non, vas-y, excuse-moi. Je trouve que. Bon, il s'agit d'une autobiographie. Oui. Et. Donc on a quand même quelqu'un qui a une grande maîtrise sur ce qu'il va réaliser. Et je trouve ça très intéressant de dire que lorsque vous dites que le personnage de Sammy n'est pas si naïf. Si naïf, qu'il a l'air très conscient de tout ça, et le fait que Spielberg ait été autant émotif sur le plateau face à sa mère, tout ça, et etc. Et je me dis que Spielberg a dû choisir intentionnellement ce qu'il a voulu représenter, et peut-être qu'il l'a pas représenté avec les yeux qu'il avait à l'âge où ces événements se sont passés, mais qu'il les a représentés avec le recul qu'il a aujourd'hui, et que c'est un peu biaisé dans le sens où c'est pas vraiment Spielberg qui raconte exactement ce qui s'est passé, mais c'est Spielberg qui raconte l'histoire qu'il a envie de raconter. Il y a ce point-là où je peux rebondir, c'est qu'il faut quand même se dire que
ce qu'il a amené au cinéma et ce qu'il a représenté dans le film, c'est quand même les souvenirs qui lui restent après, alors qu'il a 80 piges, le gars. Totalement. C'est vraiment, je sais, personne ne pourra jamais savoir, et on s'en fout, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Si, il y a une personne qui sait, c'est Tony Kushner. Et Steven Spielberg. Ouais, probablement. Peu importe en réalité. Moi, je m'en fous de savoir quelle est la vraie vie de Spielberg. Enfin, je m'en fous pas, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il le représente. Et se dire qu'il se rappelle de ça et que ce sont bien les choses qui le reviennent après sa carrière de 80 piges, c'est bien que ce sont bien des choses fondatrices. Que ce sont des choses qui ont forcément une importance, qui ont justement impact sur sa carrière, comme on disait tout à l'heure, qui ont ensuite des motifs qui ont influencé toute sa vie. Mais du coup, j'ai un peu eu ce sentiment-là que c'était... je dirais pas que c'est la première fois, mais que là, Spielberg assumait totalement de faire un film pour lui. Qu'il ait un instant de sa carrière où il se dit, bon, je pense que j'ai bien fait mon taf. Et j'ai l'impression que ça fait quelques films là, qu'il est en train d'essayer un petit peu de se mettre en image en tant qu'icône. C'est-à-dire qu'il y a eu Le Bon Gros Géant, le Bon Gros Géant qui est du coup un géant qui collectionne les rêves et qui peut les redistribuer. Donc on peut faire le parallèle avec Spielberg, je veux dire, le réalisateur qui a de la fiction et qui peut redistribuer cette fiction là. Dans Ready Player One, on peut aussi amener l'architecte qui est, ça c'est évidemment cette référence à Spielberg dans l'architecte de l'Oasis, de ce monde artificiel où où c'est lui qui a tout créé et où il réfléchit par rapport à ce rôle de créateur. Donc on sent que ça fait déjà 2-3 films que Spielberg est en train de se mettre en scène lui-même, de se représenter lui en tant que motif. Et c'est ça que moi je peux remarquer sur ce que j'ai vu récemment et sur ce pourquoi est-ce qu'il en arrive à faire The Fabelman, c'est qu'il a envie de porter un regard sur ce qu'il est lui-même en tant qu'icône, de réfléchir à ce qu'il est en tant que personnage public international qui a influencé le monde du cinéma. C'est marrant que tu dis ça parce que moi j'avais vu d'une autre façon, j'avais l'impression que ses derniers films c'était plutôt comme s'il avait plus rien à prouver et qu'il voulait vraiment faire seulement ce qu'il aimait, comme par exemple West Side Story où il disait que c'était son film préféré. Qui a toujours voulu le réaliser, exactement. Oui. Ouais, moi, je pense plutôt les choses comme toi, Céline, tout à fait. Et même ce dernier film, The Fabelman, pour moi, c'est plus quelque chose qu'il fait pour lui, finalement, que pour nous, tu vois. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense vraiment qu'il a un niveau de sa carrière où il a tellement plus rien à prouver que vraiment il peut dire, le gars peut quand même dire, ouais, je vais prendre un film, une comédie musicale méga culte, et en fait, je vais juste repasser dessus et faire mieux. Enfin, c'est un niveau, tu vois, quand même. Si, il a fait mieux. Il a pas fait mieux. Il a fait mieux. Non. Ah, si, il a fait ça. Mieux. Tu l'as vu l'original? J'ai vu l'original. Non, tu peux pas dire qu'il a fait mieux. Il est très bien, sa reprise. Sa reprise est très bien, mais. La reprise est mieux. Ça ne vaut pas le premier. La reprise n'est pas un succès. Mais juste, pour revenir juste à l'autobiographie, pour moi, c'est dangereux de faire un film sur soi. Si tu prends pas de recul, tu fais un film pour toi. Et en fait, ça fonctionne pas, je trouve, pour les spectateurs. Et moi, je dirais déjà, en fait, il y a une sorte de réflexe naturel. Je pense arriver à un certain âge où tu regardes, où ta vie est passée, tu regardes ce que tu en as fait, et je pense que pour beaucoup de réalisateurs, il y a ce truc-là où j'ai fait du cinéma toute ma vie, alors pourquoi j'en parlerai pas. Mais donc beaucoup de Truffaut, il l'a fait à quel âge ses 400 coups? Les 400 coups, ça a sorti en 59, donc c'était. Ouais. Ah ouais, donc c'était pas. Donc c'est pas du tout à la fin de sa carrière. Je pense que c'était son premier film. Parce que le seul film que je trouve vraiment comparable à The Fabelmans, c'est Les 400 coups. Et j'ai pas réussi à trouver d'autres films vraiment à ce point similaires dans l'intention avec The Fabelmans. J'ai pensé aux 400 coups, effectivement. American Graffiti, peut-être. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que c'est mais peut-être que c'est le cas, je sais pas, je l'ai pas vu, mais en fait je pense que oui, il y a un réflexe naturel là-dessus où en fait je crois que ça n'arrive pas d'ailleurs qu'à 70 ans ou 80 ans, genre même à 40 ans il y a la crise de la quarantaine où tu sais qu'une grosse partie de ta vie est déjà passée et tout, et je pense que là t'arrives au point culminant de cette prise de recul, et ce qui en résulte pour les gens qui font du cinéma, l'envie de faire un film sur ça, quoi. Mais Spielberg il fait un film sur lui, mais pas vraiment, parce qu'il fait un film sur son coming of age, donc le passage à l'âge adulte, finalement. Enfin, son enfance, l'adolescence, et donc le passage à l'âge adulte. Il fait pas un film sur sa carrière en soi, tu vois. Et c'est là où je trouve la finesse de ce réalisateur, où je pense que, je peux me tromper, hein, mais je pense que beaucoup de réalisateurs, peut-être un peu plus prétentieux, auraient fait un film
qui se serait passé sur une plus grande échelle de temps et qui aurait parlé d'au moins ses premiers films, tu vois, c'est quand même produits. Moi, c'est ça que j'admire, c'est quand même que Spielberg, ou même la plupart des réals, mais là c'est particulier Spielberg, a une autoroute pour nous parler de tout ce qui... Et il le fait pas. Et il se concentre sur ce qui est vraiment important, parce qu'en fait, pourquoi refaire des choses qu'on a déjà vues, d'une certaine manière. Et là, ça c'est quand même une grande question qui se pose aujourd'hui, sans rentrer dans quelque chose de très large. On est quand même dans une ère de la nostalgie à outrance aujourd'hui, totalement. Du film ressucé, repompé, rebalancé, redigéré. Et là justement non, il ne cherche pas à nous repomper quelque chose qu'il sait qui va nous attirer, nous amener sur ce point-là qui est peut-être le plus sensible. Et ça en ça peut-être aussi. Donc vous m'avez parlé d'un flop commercial pour le film, j'étais même pas au courant. Énorme bide. Faut surtout pas qu'on prévoit de faire un film dans Intersens. Il va faire un bide, hein, parce que. Alors tu me dirais, il y a Avatar 2. Il y a Avatar 2, 5e, non 3e plus gros succès. Ouais, ça rattrape. On a une bonne moyenne. Finalement. On a encore un peu de marge. Quel intérêt vous trouvez, vous, quand on a envie de parler de soi, quel intérêt y a-t-il à faire une fiction plutôt qu'un documentaire? Enfin, je veux dire, si on a envie de parler de soi, autant faire une biographie. Autant faire un film biographique. Ou écrire un livre. Ou écrire un livre, mais là, c'est pas notre sujet. Il faudra faire un podcast sur les bouquins. Mais je ne lis pas. Ou très peu. Mais pourquoi? Quelle intention vous pourrez y mettre? Je ne vous demande pas de répondre à la question de façon objective, mais vraiment personnellement. Quelle importance mettrez-vous à plutôt raconter votre vie en fiction qu'en fait réaliste? Parce que déjà c'est ce qu'on est, de faire de la fiction. Donc Spielberg sait que c'est ce qu'il est, et surtout ça permet d'avoir un certain recul. C'est-à-dire que il y a une sorte de sécurité qui n'est pas lâche selon moi, mais une sécurité qu'on se permet en romançant un peu la chose, c'est-à-dire en la rendant fiction. Et moi je pense que c'est très judicieux de faire ça, et surtout que la vie en tant que telle, si on la raconterait, je suis pas sûr, si on la raconterait vraiment à la lettre comment elle était, je suis pas sûr que ce serait vraiment intéressant pour la personne qui regarde le film, et aussi pour le réalisateur. Scorsese avait fait un documentaire sur ses parents, et donc on peut faire des documentaires par rapport à notre vie, mais on est extrêmement limité parce que tu as eu énormément de moments qui n'ont pas été documentés, tout simplement. Et comme a dit Axel, la fiction, c'est notre manière de révéler la réalité. Il y a, pour revenir sur Fabelman, cette vérité, on voit la différence entre vérité et réalité, dans le fait qu'on a la perspective du gamin qui ne voit pas l'affaire et l'ambiguïté entre Uncle Benny et sa mère. Ça, c'est la vérité, mais ce n'est pas la réalité. Il y a une différence à cela. Et c'est ça qui permet, et ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que si on veut parler de son propre expérience, on ne peut pas simplement parler de réalité. Parce qu'on a ce qu'on appelle une perspection. Absolument. Notre perspection est subjective. Et en plus de ça, l'art permet d'aller bien au-delà. On peut aller on peut faire du méta avec l'art. Et souvent pour les artistes, ça fait partie de leur de leur philosophie et de leur, j'essaie de trouver le mot, le outlook, leur vision du monde. Car l'art est complètement en symbiose. Système formel, on peut aussi appeler. Exactement. Mais surtout, en fait, ce que je trouve vraiment louable avec notre exemple du jour, donc Spielberg, c'est que, en fait, je pense sincèrement qu'il a pris ce recul-là, et en fait, qu'il s'est lui-même posé la question d'une certaine manière, est-ce qu'un film biographique doit être fidèle à la réalité? Je suis sûr qu'il se l'est d'une certaine manière posé. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il a eu cette honnêteté de se poser la question de comment je vais le raconter pour que ce soit à la fois... il y a forcément une petite peur du narcissisme, forcément. Comment je vais le raconter pour parler à la fois de ce qui est vraiment important, de pas faire de redites de ce que vous avez déjà vu à travers mes films, et quelle forme de narration je dois prendre, tu vois. Ça va faire une petite transition avec le film dont je vais vous parler après pour mes recommandations. Mais en fait, il est certain que quand on regarde beaucoup de biopics,
de nos jours. C'est vrai que c'est beaucoup les biopics musicaux, mais c'est souvent la même, entre guillemets, la même forme de narration qui est servie, tu vois, avec les débuts, c'est pas facile. Après, ça marche super bien. Puis à la fin du deuxième acte, il a fait une connerie avec tout ce qui lui permet. Puis après, à la troisième acte, ça on arrête le groupe. Mais non. Tu vois, il y a cette même soupe qui est servie souvent. Mais oui. On a rien à foutre. De quel film tu parles pour voir? Bohemian Rhapsody, quoi? Non. Attends, mais Nina, où est... Ah non. Mais Nina, où est Nina? Nina, on t'aime. En gros, je disais que ce que je louais chez Spielberg, c'était cette prise de recul nécessaire avant de faire un film, un biopic, que ce soit sur soi-même ou sur quelqu'un. C'est que d'être comment, si je veux faire quelque chose qui se doit d'être fidèle, c'est comment alors j'aborde ma narration et de quel moment, de quelle partie de la vie je vais parler de l'artiste en question. Et en fait, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec non mais Queen ou même plein d'autres films, hein, de comment maintenant c'est agencé, quoi. C'est donc comme je t'ai dit les scénario type, c'est exactement. C'est la success story classique. Exactement. Et c'est très intéressant. Excuse-moi. Non, vas-y. Mais ce que je peux il y a eu, c'est vrai, par exemple, un gros mouvement de biopic de groupes célèbres dernièrement qui sont sortis, de groupes de musiciens célèbres. Je sais qu'on a eu Elvis cette année. Il y a eu justement Bohemian Rhapsody, Rocketman. Vous m'en retrouverez d'autres. Whitney Houston. On a compris que c'était quelque chose qui fonctionnait, le biopic, et on a envie vraiment de continuer à les développer pour faire du fric avec. Et je comprends en soi, parce que c'est vrai que quand t'es un artiste musical, avoir une adaptation cinématographique, c'est quelque chose qui complète vraiment, qui te permet de raconter ton histoire. C'est vraiment, en tant qu'artiste musical, avoir un pied dans la fiction cinématographique, je trouve que c'est évidemment une très bonne direction. Ou disons que c'est très intéressant d'avoir l'histoire en plus de l'œuvre. Mais ce que moi je ne peux pas m'empêcher de remarquer, et Queen, et c'est pour ça qu'on revient beaucoup à Bohemian Rhapsody, parce que c'est un excellent exemple de ça, c'est que il représente exactement déjà tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire un espèce de défilé de valeurs que soi-disant représenterait le groupe, qui, on ne se le cache pas, c'est évidemment pour faire la nouvelle tournée, la tournée du groupe 50 ans après, pour refaire une tournée générale en Amérique. Et puis évidemment, il y a une question de thunes, on n'est pas bête, mais c'est surtout de ne rien raconter, de ne pas apporter de vision particulière sur le groupe, de ne pas nous raconter une nouvelle histoire, une nouvelle dimension de qu'est-ce qui s'est passé dans Queen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe-là? Qu'est-ce qu'ont été les différentes enjeux ou une nouvelle vision de ce groupe que pourra amener? Et que non, on se contente de juste ne faire que publicité de la marque Queen en disant ouais, il y avait eu ce chanteur-là, il a fait ça, ils ont fait ça, regarde comme on était beau. C'est à la fois pas honnête avec la vraie vie, ce qui n'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis fondamentalement en désaccord, mais c'est aussi pas honnête dans la manière de raconter l'histoire, quoi. C'est que c'est pour moi et la question que l'auteur doit se poser préalablement avant d'aborder un tel sujet, en fait, ne se pose plus. C'est-à-dire que même avec Elvis, qui est quand même parmi tous ceux, celui que j'ai préféré, et c'est aussi de Baz Luhrmann, où on sent que la vision complète est bien plus comment dire, respectée. On sent que l'artiste a voulu dire quelque chose à travers donc l'artiste, la vie de l'artiste. En positionnant le point de vue du point de vue de Tom Hanks, de son producteur. Absolument. Et rien que ça, c'est déjà très honnête dans la manière dont tu vas l'aborder. C'est déjà bien plus honnête, tu vois. Donc voilà, c'est ce point-là que je voulais revenir. Céline? Ça me fait penser, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais ça me fait penser aux autoportraits de Frida Kahlo. Où en fait, tu prends une photo de Frida Kahlo et tu prends ses autoportraits, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, ces autoportraits, j'imagine, correspondent beaucoup plus à elle, sa réalité. Ouais. Et j'imagine que quand il réalise une autobiographie ou un biopic sur quelqu'un, le fait de rajouter des éléments de fiction ou d'édulcorer la réalité, c'est là qu'est vraiment toute la personnalité du film. Au-delà de la personnalité de la personne dont on parle, le film doit aussi avoir absolument la sienne, pour pas qu'on se souvienne seulement de l'histoire de la personne, mais aussi du film en question, enfin de l'œuvre en fait en question. Et je pense que c'est à ça aussi que doivent, j'imagine, penser les personnes qui vont réaliser des films, qui veulent parler vraiment d'une personne. Ils doivent penser à tout, à l'art complet, enfin l'œuvre totale, et pas seulement dicter mot pour mot ce qui s'est passé dans leur vie. C'est-à-dire à la fois adapter Wikipédia, on peut y arriver, je pense. Voilà, c'est intéressant, c'est bien, on peut faire des belles images, évidemment, mais c'est surtout capter qu'est-ce qui fait profondément un artiste, qu'est-ce qui le mue profondément. Vous, si jamais vous aviez la possibilité, je vous donne 200 millions là. Si vous pouviez réaliser une biographie
Et bien sur qui est-ce que vous aimeriez la réaliser? C'est une si bonne question. Ah oui, c'est la mienne. Il s'appelle Maxime le Proton. Attends quelques années, histoire que... je le fais. Tu me le demandes là maintenant, là à 24 ans, si je pouvais le faire là à 24 ans, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, donc déjà, je le fais pas sur moi. Déjà, première chose. Dans la question, je posais évidemment si vous avez le choix entre une biographie ou une autobiographie, évidemment. À 70 ans, peut-être. À 70 ans, pourquoi pas. Mais tu sais quoi, faites le petit tour de table là. J'ai pas de personne vraiment décidée en tête, mais je sais pas si toi, Olivier, t'as une personne sur qui tu voudrais. Est-ce que vous pouvez me donner 30 secondes? Allez. Si vous voulez, vous raconter un truc. J'ai failli le faire en fait. Ah ouais? T'as failli faire une biographie? En licence, j'ai participé à un atelier où on devait réaliser des documentaires sur le portrait de quelqu'un. Et on a tous proposé, moi j'ai proposé sur mon père, sur sa jeunesse. Et on était à 2 doigts de réaliser le documentaire, ça s'est pas fait parce que c'était l'année du Covid. Mais en tout cas, quand il a proposé de faire un portrait, moi j'ai directement pensé à mon père et plus globalement à ma famille. Bon, c'est peut-être, ça peut paraître égocentrique peut-être, mais c'est eux que je connais le mieux et je trouve leur histoire de vie très intéressante. Et j'ai pas de personnalité dont je ne connais pas déjà l'histoire, où je me dis que je pourrais ajouter quelque chose en plus à dire. Donc ouais, j'imagine ce serait sur ta famille du coup. Sur ma famille, mais complètement comment on dit, j'ai oublié le terme, mais fictionnalisé quoi. J'ai oublié le vrai terme. Ce serait pas du tout un documentaire ou fidèle à la réalité, mais ce serait une biographie inspirée de cette famille, ouais. Du coup, pour toi, ce serait pas du tout, ce serait vraiment fictionnel. Ah oui, complètement. Pourquoi fictionnel? Parce que en fait, je pense que ce qui me plaît dans leurs histoires, c'est la façon qu'ils ont de me raconter. Eux-mêmes, en fait, ils ajoutent de la fantaisie dans ce qu'ils me racontent. Je sais que c'est comme des conteurs d'histoires, en fait. Même eux, leurs souvenirs, la façon dont ils s'en rappellent, je sais que ça. Comme des Fabelmans. Exactement. Et je pense que ça n'aurait aucun sens de juste raconter vraiment la réalité, mais d'ajouter, moi, ma part d'imagination que j'ai eue quand ils m'ont raconté leurs histoires. Et eux, vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, je suis désolée, je trouve pas mes mots, mais la vision qu'ils ont eue de ce qu'ils ont vécu, en fait, ce qui n'est pas vraiment ce qu'ils ont vécu. Jonathan? Eh bien, moi, c'est un petit peu comme Céline. Ce serait quelqu'un ce serait quelqu'un qui fait partie de ma famille. Ce serait plutôt mon grand-père. Mais j'en ferais pas une fiction. Mais en même temps, j'en ferais pas non plus un documentaire. Je ferais quelque chose pas dans la merde. Je ferais quelque chose qui est un peu entre les deux et que j'aime bien. Et que Tony Kushner justement définit un petit peu comme étant une forme de fiction historique. D'accord. C'est-à-dire que tu vois, je peux pas raconter l'histoire de mon grand-père enfin, il la représenté de façon la plus fidèle parce qu'elle lui appartient et que voilà, c'est pas enfin ça va pas. Enfin, je vais pas représenter. J'arriverai pas à le faire, je pense, tout simplement. Donc peut-être que ça prendrait à ce moment-là un peu une part de fiction, même si ce serait quand même lui. Mais j'aimerais y ajouter le contexte historique. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans des œuvres qui mélangent fiction et réalité, c'est la part de fiction qu'il peut y avoir dans la réalité. C'est-à-dire une personne qui comment est-ce que elle peut exister dans l'histoire dans l'histoire, mais l'histoire de cette personne-là restera quand même fiction. C'est très bizarre, c'est peut-être pas très clair la façon dont je m'exprime, mais l'histoire qu'on va créer, qu'on se crée nous-mêmes lorsqu'on raconte notre propre histoire, n'est que fiction. Tu le disais, Olivier, tout à l'heure, parce qu'on ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'on l'a construit. Donc, si on raconte l'histoire de quelqu'un, même sa propre histoire, pour moi, ça reste une fiction. Par contre, ce qui peut être
complètement réaliste. C'est complètement réaliste et encore, voilà, enfin, avec des pincettes. C'est l'histoire avec un grand H qui s'appuie sur des documents qui ont existé, qui sont réels. C'est-à-dire que si j'ai envie de parler de la guerre d'Algérie, eh ben, je vais expliquer comment est-ce que cette guerre a été menée, comment est-ce que, voilà. Et mon grand-père, qui est un anonyme et qui a fait la guerre d'Algérie, pourquoi est-ce que il a voulu s'engager dans cette guerre? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. Et tout ça va être tiré de ses propres souvenirs, qui sont finalement une fiction. Pourquoi spécifiquement de votre famille, finalement? J'ai l'impression, parce que c'est qui on est. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je sais que j'ai une grande famille et chacun, à chaque fois, raconte sa vie. Je veux dire, ils racontent, leurs souvenirs de vie. Et moi, c'est un truc depuis que je suis petite qui me passionne, où j'adore les écouter. Et peut-être que si j'avais connu une célébrité, je l'aurais écouté parler et j'aurais voulu parler de sa vie. Mais je pense que c'est ça aussi qui pousse les gens à faire des biopics. C'est l'histoire de vie des personnes, c'est ce qu'il y a de plus authentique et en faire quelque chose de concret qui va rester. C'est ça, c'est rester. C'est ça qui va rester. Et puis moi, ce serait que ma famille, que je sache que l'histoire de ma famille, ou du moins une petite partie, puisse rester, être ancrée comme moi. Elle fait partie de moi. Ce serait un truc exceptionnel, quoi. Et puis on n'a pas tous la chance d'avoir Orelsan comme frère et de pouvoir faire un documentaire sur son frère qui est une rockstar. Non, mais tu vas moi, tu feras ce que tu veux avec ça. Désolé, je vais commencer à te filmer. Je vais commencer à te filmer. Heinrich. Regarde. Non, mais très intéressant en tout cas. Je suis assez d'accord avec ça, cette idée je comprends tout à fait ce truc c'est quelque chose qui appartient à mon histoire et que j'ai envie de sauvegarder. D'avoir quelque chose et finalement c'est aussi à ça que sert le cinéma et l'art en général, c'est bien de rendre immortel le mortel. Olivier, ce concept m'a convaincu. En fait, j'étais titillé par l'idée d'écrire une histoire sur soit Nietzsche, soit Charlie Parker, parce que ça parle de la destruction des choses les plus belles. En fait, c'est comment est-ce que des esprits qui sont dire que c'est exceptionnel serait un euphémisme. Et comment est-ce que quelle est la signification de leur destruction? Je trouve que c'est extrêmement intéressant comme sujet. Mais non, je le ferai sur ma grand-mère. Elle était née en 45. Elle est encore oui, mais pour la même raison, l'idée de préserver quelque chose, parce que sa vie, et je le ferai, certes, ça serait de la fiction, mais ça serait complètement fidèle à la réalité, dans la mesure où sa vie est absolument bourrée de tragédie et de triomphe. C'est une personnalité qui est absolument fascinante parce qu'elle avait énormément de traumatismes et de difficultés et qui néanmoins par pure diligence, est-ce qu'on peut dire ça en français? Elle a réussi à faire des choses extraordinaire en termes financiers, mais également en social. Et elle a, on va dire, énormément de secrets dans sa vie qui concernent des gens extrêmement connus. Parce qu'en fait, ma grand-mère, elle pourrait être chef mafieuse. Tout le monde le dit, on pense qu'elle a tué des gens. On pense qu'elle a tué des dealers, en fait. Putain, elle va m'entendre. Elle va écouter ce podcast. Oui, elle a... Ne donne pas ton nom, Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible qu'elle a... Bon, bref. Mais en fait, elle rentre dans une pièce, elle peut avoir un grand sourire, elle a une énorme grâce et une sophistication de dame du milieu du 20e. Mais en même temps, elle a une autorité incroyable qui est complètement en symbiose avec cette sorte d'élégance-là. Et donc, tout le monde, quand elle rentre, elle ferme leur gueule. Ça peut être Pol Pot, Mussolini, ils ferment leur gueule avec elle. Et en même temps, elle est remplie d'une gentillesse, mais incroyable. Et donc, je trouve ça passionnant, cette sorte le fait qu'elle arrive à trouver une harmonie entre des juxtapositions, des antipodes qui sont si loin. J'aimerais faire un film par rapport à elle. Ouais. Et en plus de ça, je suis son préféré petit-fils, donc j'aurai beaucoup de temps à l'écran. La balle perdue pour tous les autres. Vas-y, Axel.
Eh ben, j'en ai pas trouvé. Bonjour. Je sais pas, j'ai longtemps réfléchi. Tu ferais pas un film sur Tobey Maguire? Mais non. Toby. Pourquoi je fais avec Tobey Maguire? C'est même pas mon acteur préféré. Non. Donc, pourquoi je ferais un film? Andrew Garfield. Moi, Non, non plus. moi, je pensais que tu le ferais sur Ronaldo. C'est celui auquel j'ai pensé, effectivement. Ouais. Je pense qu'il y a énormément de matière à faire un film. Énormément. Mais Le footballeur, hein, c'est ça? Ouais. Oui. non, c'est pour Tu être... vois, comme Mbappé. c'est pour être sûr. Non, mais c'est CR7 ou je suis très étonné d'ailleurs qu'il n'y ait Numéro toujours pas 9. eu d'adaptation de Ronaldo au cinéma. il y a pas une, c'est pas une satire, mais Diamantino, là, le film portugais. Oui, on l'avait vu en cours Il y a, 3 ans. Diamantino, je l'ai pas vu, j'étais pas en cours il y a 3 ans avec toi. Il a des seins dans le film. Ouais. Mais il me semble que ça part. En fait, je l'ai pas vu. Il me semble que c'est beaucoup puisé chez lui. Ouais. Mais Plus en tant qu'icône de ce qu'il représente. Ouais. Mais non, il y a pas. Il y a un film sur lui où c'est plus un documentaire, c'est pas une fiction, c'est plus un docu qui est sorti en 2014-2015. Mais je pense que ouais, il y a matière de faire un bon film plus qu'un beau film, tu vois. Et tu n'aurais pas d'autres personnes qui, toi, te diraient tiens, j'aimerais beaucoup avoir, parce que j'ai quelque chose à dire sur ces personnes-là. Pas suffisamment pour me dire que ça va faire un bon film. Parce que et que ça soit intéressant. C'est vrai que, pour le coup, dans le cas que vous avez tous autre énoncé, de parler de votre famille, vous en avez fait la meilleure personne pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous placer là-dedans. Et c'est vrai que je n'ai pas posé la question, mais c'est vrai qu'elle est à prendre en compte de, c'est vrai que on est dans de la fiction, mais si jamais il y a en effet un projet sur Cristiano Ronaldo, ça me doute qu'on appelle Axel Dos Santos. Je doute, pourquoi pas. On ne sait pas. C'est vrai, mais on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'une question par rapport à ça. Mais c'est vrai que vous êtes la meilleure placée, vous êtes le mieux placé parce que vous avez une vision directe sur la vision de votre famille et puis du coup pourquoi les adapter eux. C'est vrai que je suis assez étonné parce que je pensais moi en posant cette question-là vraiment j'avais j'avais pas forcément de réponse prédéfinie non plus. Moi, j'avais vraiment des idées assez vagues de personnes qui m'ont influencé, pour qui plus des icônes. Je sais que j'ai une grande période de ma vie où j'étais très Jacques Brel et où ce qu'il représentait a été une grande influence dans comment je me suis construit personnellement. Et je sais que j'ai pensé à lui quand j'ai pensé à la question d'un biopic ou d'une adaptation de sa vie à Jacques Brel, parce que pourquoi lui en particulier? Parce que j'aimerais arriver à retranscrire ou à mettre sur écran en quoi cet homme a pu être une inspiration pour moi. Et ce qui m'intéresse du coup, ce n'est pas forcément qui est l'homme, parce que je ne le connais pas. Vous connaissez, en fait, je ne sais pas qui c'est le gars. Et je vais me renseigner, et je vais avoir évidemment des informations sur qui il était. Je vais pouvoir me faire un scénario, tout ça. Mais ce qui vraiment moi m'intéresserait, ce serait plutôt de comment est-ce que ce mec-là, on peut le transformer en icône. Comment est-ce qu'on peut transformer cette histoire-là en icône qui, pourquoi pas, peut être inspirante ou peut être justement une figure d'exemple d'aujourd'hui. En quoi moi, je trouve que c'est une figure inspirante. Et même si ça ne l'est pas forcément a priori. Et voilà. Mais après, ça c'est général. Mais je trouve ça intéressant de savoir en quoi on adapte quelque chose et puis pourquoi on aimerait l'adapter à l'écran. Bon, après, je sais pas, vous avez pas d'idée, vous voudrez pas faire une autobiographie sur vous-même, par exemple? Moi, certainement pas. Pas à 24 ans, en tout cas. Pas à moi à 24 ans, pour l'instant. Mais j'ai une autre idée, par contre. D'accord. Ah, ça a l'air brillant, vu comment tu t'es relevé. C'est génialissime. C'est une BD qui s'appelle Les Amants d'Hérouville. Je ne sais plus les auteurs, pardon. Et ça raconte la vie de Michel Magne et de sa femme, qui est un compositeur de musique qui a été un des premiers à ouvrir en fait une résidence pour musiciens. Il y a énormément de musiciens très célèbres qui sont allés là-bas. Il y a Elton John, il y a Eddie Mitchell, il y a David Bowie. Enfin, il y en a plein. Et je vous conseille la BD. Elle est génialissime. Et justement, ça, à adapter en film, je pense qu'il y a énormément de choses à faire parce que justement, ça participe à tout le fantasme qu'on a autour de ces idoles, des chanteurs, etc. Et à la fois, ça raconte quelque chose de vrai qui est ancré dans une histoire et qui parle aussi de passion de la musique qu'entretenait Michel Magne. Et ça, c'est très bien fait. Sa vie est très bien racontée et celle de sa femme aussi. Enfin, voilà. Et je sens que ça pourrait bien s'adapter dans un... complètement. Dans un format cinéma.